Bienvenue, la création numérique Made in Québec. Je suis très content de vous voir à Paris. Euh, Marie-Pierre Gauthier de l'ONF, Myriam Achard du Centre Phi et John Hamilton, producteur chez Unlimited, qui est ta société. On va présenter un peu chacun ce que vous faites dans vos spécificités, puis après on abordera la création numérique Made in Québec de manière plus large. Commençons par l'ONF, l'institution historique de la création documentaire et d'animation au Québec. Peut-être qu'on regarde directement, non? Ben, si vous voulez, c'est le projet qui est présenté ici en compétition. Donc, alors, je ne sais pas comment ça se passe avec la régie ou... juste vous montrer 40 secondes du projet qui est... Si je mets lecture, ça marche ou pas? Je sais pas. Un peu tout ça ici. Peut-être que tu peux en parler pendant que j'essaie de faire marcher là. C'est un projet qui s'appelle Vachier à l'aveugle, ouais. qui est donc un dispositif de réalité virtuelle qui a été imaginé à partir d'un film d'animation. Oui, carrément. D'ailleurs, j'ai pas travaillé sur ce projet, donc je l'avoue. C'est un projet qui vient du studio d'animation. À l'ONF, rapidement, il y a un studio documentaire, d'animation et de production interactive. Et moi, je viens donc du studio des productions interactives. Vaïcha l'aveugle, en fait, est un projet, un beau film d'animation de Théodore Huchef, qui a été nommé aux Oscars. Et c'est un film qui a été fait en stéréoscopie à l'origine, donc... fait pour être vu dans une salle de cinéma avec les lunettes. Et l'histoire de Vaïcha, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille dont l'œil gauche est marron et elle voit seulement le passé, et l'œil droit vert voit seulement le futur, donc elle ne vit jamais dans le présent. Et c'est une très belle histoire et visuellement très riche, très beau. Et cette histoire-là c'était une évidence qu'il fallait la transposer en réalité virtuelle. Et ça a été très simple de le faire comme ça avait été fait à l'origine en stéréoscopie. Et même la réalité virtuelle, dans ce cas-ci, était tout désignée parce que ça permettait au spectateur, l'utilisateur, de carrément être dans la peau de Vaïcha et de vivre... et vraiment, effectivement, de jouer avec la vision et bloquer le regard et voir carrément le futur d'un œil et le passé de l'autre. La réalité virtuelle, je dirais, nous, au Studio Interactif, on produit des œuvres... numérique de tout genre. On aime dire qu'on est plateforme agnostique, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui prime et après le propos, c'est des œuvres d'auteur. Donc le propos prime, l'œuvre prime, et ensuite on se questionne à savoir quelle est la meilleure plateforme pour raconter cette histoire-là, pour faire vivre et porter les intentions derrière l'histoire. Donc, ça peut autant être une installation dans l'espace public qu'une application, que la réalité virtuelle. Et dans ce cas-ci, comme je disais, ça a été fait par le studio d'animation. Et vraiment, la réalité virtuelle est probablement l'une des plateformes qui est transversale à travers les différents studios, qui pourrait être autant abordée en documentaire qu'en animation qu'en réalité virtuelle. Puis, qu'est-ce qui nous distingue, c'est que dans ce cas-ci, ça a été fait par un artiste qui travaille en l'animation, et un documentaire pourrait très bien se voir utiliser cette technologie-là. Et quand il est utilisé dans notre studio, je suis longue, hein? Non, pas du tout. Quand on est dans le studio, je dirais qu'on a sans doute une valeur ajoutée qui va utiliser l'interaction, aller un petit peu plus loin que la vidéo 360, où évidemment il y a l'aspect immersif, mais on va aller un petit peu plus loin dans les réflexions, comme l'expérience The Enemy, par exemple, qu'on a coproduite, et d'autres expériences en réalité virtuelle ou autres. Alors, donc, ce projet-là, il y a de la réalité virtuelle et donc un film. Il y a d'autres dispositifs de réalité virtuelle que vous avez fait à l'ONF, comme le photographe inconnu par exemple, où là aussi il y a de la réalité virtuelle et un film. Est-ce que c'est quelque chose de systématique dans les développements de réalité virtuelle que vous faites, ou est-ce que c'est du hasard? Ah non, c'est vraiment du hasard. Le photographe inconnu, tu fais référence au petit film documentaire. Pour moi, c'est le projet de photographe inconnu, c'est l'expérience en réalité virtuelle. Le documentaire, c'est une valeur ajoutée, c'est quelque chose auquel le réalisateur
tenait à faire, qui était plus près même de son expérience ou de son bagage, mais vraiment, non, nous, au studio interactif, on fait rien je veux dire linéaire, mais de film d'approche traditionnelle, quoi. Et alors, une petite dernière question avant de passer la parole aux autres. Ah, peut-être que ça marche. Elle devint une belle jeune femme. Ça marche jusqu'au bout. Le fait qu'elle ait un œil vert et l'autre marron ne faisait qu'ajouter à sa beauté. Un jour, un jeune homme vint lui demander sa main. Quand elle porta ses yeux sur lui, elle vit ceci. Mon Dieu, qu'est-ce que ce petit morvu venait de demander? Ses cheveux sont tout blancs. Ça vous donne l'idée, là, je veux Ouais, dire. non, mais je pense qu'on arrivera aux 40 secondes avant la fin de la séance. Peut-être un mot sur comment vous financez ça à l'ONF. Par exemple, ce projet-là, est-ce que l'ONF se débrouille tout seul? Il y a plusieurs cas de figure, mais oui, on est des privilégiés, c'est-à-dire que l'ONF bénéficie de son propre financement. On est des producteurs, on utilise l'argent des contribuables pour financer des œuvres d'auteurs. On a, dans ce cas-ci, c'est un 100% ONF, donc on peut financer à 100% les projets ou faire de la coproduction, mais on n'est pas un financeur, vraiment, on est producteur. Donc, ça peut être des œuvres qu'on initie, que le producteur a envie d'aborder ce sujet, va monter une équipe autour d'un sujet qu'on juge qu'il est nécessaire d'aborder, qu'il est notre devoir d'aborder, ou des auteurs vont nous approcher avec des idées, des propositions. Mais très tôt dans le processus, on va s'impliquer pour encadrer cette production-là. Alors peut-être une question qui peut intéresser ici. Est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument des partenaires canadiens quand c'est des gens qui ne sont pas à l'ONF? Est-ce qu'un auteur français ou un producteur français peut monter un projet avec l'ONF et strictement entre la France et l'ONF? Je dirais non, sans subtilité, là. Dans le sens où nous, on a un devoir, c'est un financement, c'est une organisation publique, donc on produit des œuvres où une grande partie de la création doit se faire au Canada. Donc, on a produit des œuvres où l'auteur était français, mais c'était une coproduction. Donc, nous, comme seul partenaire, et puis qu'il n'y ait pas de coproduction et que l'argent sert à financer une œuvre en France, ça ne serait pas viable. Ceci dit, on peut très bien être en coproduction, puis après, qu'une partie de notre investissement aille dans de la création qui sera faite au Canada, comme toute coproduction normalement est faite. Je pense qu'on va voir la fin. Le pauvre chéri, mon Dieu, mais il sent la terre. Sa chemise n'est pas rentrée dans son pantalon, ses genoux sont tout égratignés. Je pourrais être sa mère, ça doit être une blague. Voilà, et donc ça, vous pouvez le voir juste à côté, là, en sortant de la salle. Myriam, peut-être à toi de nous présenter le Centre Phi. Donc le Centre Phi, ça existe depuis 5 ans. C'est une institution culturelle privée à Montréal qui a la particularité d'exposer de la réalité virtuelle. Ouais, tout est dit. Alors je vais lancer la vidéo. Oui, c'est ça. Donc oui. En fait, moi, je suis un peu l'intrus sur le panel parce que, bon, ici, on a des gens qui produisent du contenu. Nous, on diffuse du contenu. Donc, on a ouvert nos portes il y a un peu plus de 5 ans. C'est un projet qui a été créé, initié par une mécène montréalaise qui s'appelle Phoebe Greenberg. C'est un lieu donc multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait des concerts, on présente des concerts, on présente des projections de films traditionnels, on fait des conférences, mais on a mis un focus depuis environ 3 ans sur la diffusion d'œuvres de réalité virtuelle, d'œuvres immersives, d'œuvres interactives. On fait pour la première fois cette année 2 grandes expositions, donc reliées à ce genre d'œuvres-là. C'est donc une première, jusqu'à maintenant c'était une expo. Les expos durent environ 4 mois et demi à 5 mois. Et moi, donc, je suis en charge de la programmation de ces expos-là. Et on présente des œuvres qui viennent de partout à travers le monde. Et en fait, notre intérêt pour la réalité virtuelle est vraiment venu d'une rencontre qu'on a faite il y a 4 ans avec le studio montréalais Félix et Paul.
En fait, on est partenaire d'affaires avec Félix et Paul. Et c'est vraiment de là qu'est née cette volonté de diffuser des œuvres VR immersives interactives. On peut le lancer si tu veux. Je pense que ça dure à peine 1 minute, mais ça donne une bonne idée on évolue dans des univers très différents, très variés. Et je trouve que ce démo reel nous représente assez bien, en fait. C'est rock, le Centre-Phi. Oui, tout à fait. C'est très, très éclectique. Ouais. Ça donne envie de prendre un billet pour aller à Montréal. Comment on travaille sur l'exposition ou sur la mise en scène, en tout cas, des œuvres immersives ou de réalité virtuelle? Qu'est-ce qu'on cherche à produire entre les œuvres exposées et les spectateurs ou utilisateurs? Je pense que tu as utilisé un terme qui est vraiment important, c'est la mise en scène. Alors nous, quand on aborde une expo, quand on commence à réfléchir, une fois que j'ai fait la sélection des œuvres, on réfléchit donc à la mise en scène. On veut que les gens aient une expérience forte à l'intérieur du casque, mais aussi sur le plancher de l'exposition. C'est vraiment hyper important que l'expérience soit complète. On réfléchit comment on aborde ça. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. On ne se met pas de barrière. On veut que les gens fassent vraiment « wow » en arrivant. Et vous verrez rarement, ou en tout cas presque jamais chez nous, un siège, une chaise avec un casque tout simplement posé là. C'est beaucoup plus, c'est une mise en contexte, c'est hyper important. Et je pense que c'est ce qui nous démarque des autres lieux qui font je pense pas qu'il y ait un lieu qui soit vraiment comme le nôtre, mais des lieux qui font un peu les choses semblables. Je pense que c'est ce qui nous démarque, c'est la mise en scène. Et c'est vous qui l'a créé, cette mise en scène, ou est-ce que vous allez rechercher les auteurs des œuvres que vous exposez pour les faire travailler à une scénographie spécifique pour le Centre-Phi? Alors, on a la vue d'ensemble, mais on essaye le plus possible de travailler avec les artistes. On fait rien sans leur en parler. Ils ont évidemment leur mot à dire sur la façon dont leur travail sera présenté. On s'entend que les œuvres, elles sont présentées chez nous pendant, comme je disais tout à l'heure, près de 5 mois. Donc, il faut que l'artiste soit fier de la façon dont son œuvre est présentée. Donc, c'est hyper important, un échange avec les artistes. Et dernière petite question avant de donner la parole à John. Est-ce qu'on fait la queue pour aller au Centre-Phi? Est-ce que ça marche? Est-ce que la fréquentation est à la hauteur de vos espérances? C'est même au-delà, je dirais. Je pense que l'année dernière, on a vraiment... l'expo de l'année dernière qui a été présentée pendant 5 mois, on a accueilli plus de 15 000 personnes, ce qui pour Montréal est beaucoup. On n'est pas Paris, on n'est pas Londres, on n'est pas New York. Donc 15 000 personnes sur une expo de ce genre-là, c'est quand même assez
pointu, on s'entend, c'est beaucoup. Et c'est donc au-delà de nos espérances. Et on est confiant que cette année, avec 2 expos, on va encore aller plus loin. Et c'est payant. C'est payant. John? En fait, l'entrée est payante. De faire ce genre d'expo, c'est pas payant. Oui. John, donc John Hamilton, Unlimited, une société qui produit de la VR, des dispositifs VR, mais cette société, elle est toute récente. Elle a 2-3 ans, c'est ça? 3 ans, oui. Voilà, et avant, tu étais un producteur de télévision et de cinéma. Oui, producteur et distributeur, en fait. Et je crois qu'en 2014, En 2014, oui. il se passe un truc qui fait que tu décides de changer de rayon, si je puis dire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que ça dit quelque chose un peu de l'évolution actuelle des industries audiovisuelles, on va dire. Oui, en fait, après, j'ai travaillé comme distributeur pendant presque 12 ans. J'ai fini ma carrière en distribution à E1 Entertainment au Canada et à l'international. Et en 2012, j'ai laissé E1 puis j'ai retombé en production de films comme producteur exécutif. En été 2014, je travaillais comme consultant pour une compagnie de vidéo du jeu. J'ai vu mon première expérience en réalité virtuelle là. Et j'ai tout de suite vu le potentiel pour des nouvelles possibilités en storytelling, en réalité virtuelle et augmentée, mais plutôt en réalité virtuelle. Il faut avouer que ma première expérience en réalité virtuelle live, c'était le démo de Samsung Gear VR de Félix et Paul, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de monde qui œuvre dans ce métier-là, qui était extraordinaire. Et vraiment, ça a tout changé pour moi. Alors, j'ai vraiment laissé tomber le métier du cinéma classique, si on peut dire. Et on a démarré Unlimited au mois de mai 2015. Moi et mon partenaire Sébastien Gros, qui est directeur photo en cinéma au Québec depuis longtemps, et aussi un expert en cinéma 3D. Puis vraiment, pour Unlimited, notre but était de faire du VR high-end, vraiment pour faire compétition avec tous les grands blockbusters, Marvel, science-fiction. Alors c'est ça, on a Trinity ici, qui est le résultat de presque 2 ans de travail, qui est ici en compétition aussi. Et merci beaucoup. Extrait. Ah, il faut que là-haut, ils nous mettent le... Hop là, c'est parti. In the beginning, man made code into flesh. And code made God. And then God brought down hell on earth. In the beginning. Alors, il y a une autre œuvre que vous avez produite, on pourra en parler tout à l'heure autour de John Lennon, mais focalisons-nous sur celle-ci. Comment vous avez fait pour créer ça? Est-ce que, par exemple, sur plusieurs terrains, par exemple, sur le tournage, est-ce que vous avez créé des instruments spécifiques, des caméras, un dispositif spécique pour
Oui, en fait, mais pour Trinity, on savait toujours qu'il a fallu être interactif parce qu'on croit vraiment que le immersive storytelling, il faut que ça soit réactif ou interactif. Et Trinity, on a un peu arrêté de dire que c'est un produit interactif qui est plus jeu. Et c'est plus réactif. Alors, il y a beaucoup d'interactivité dans l'expérience, mais c'est plus ce qu'on appelle le reactivity pour vraiment ajouter beaucoup plus à l'effet immersion, pour vraiment donner le sens du spectateur qui sont vraiment là. Et vraiment pour Trinity aussi, on a passé beaucoup de temps à développer le storytelling platform ou bien la plateforme interactive. C'est vraiment basé sur le Game Engine Unity. Et pour vraiment travailler avec ce qu'on appelle en interactif des assets live action, c'était pas évident dans le Game Engine Unity. Alors, il a fallu vraiment travailler beaucoup avec eux. Ils nous ont beaucoup aidés. Et aussi avec nos partenaires chez Département, on a travaillé beaucoup sur vraiment rendre le Storytelling Engine cinématographique. Parce que vraiment, même juste faire les transitions entre une scène live action à une scène point cloud. Les point cloud sont plus les scènes bleues et noires, un peu digitales. Ça, c'était vraiment pas évident quand on a commencé. Avoir comme par exemple un mix vraiment en cinéma et télévision, on le prend pour acquis. Avoir un mix cinématographique avec les transitions, avec vraiment pas évident dans un story engine, dans un game platform. Mais nous croyons à l'époque et aujourd'hui que vraiment les jeux vidéo puis le cinéma sont sur des chemins qui vont croiser. Et là, on a vraiment fait un pari sur Unlimited que ça sera vraiment dans 2-3 ans qu'on allait être à l'époque où le moment où la croisière de ces deux. Je pense qu'on n'est pas là encore, mais Trinity était vraiment conçu pour être là à le bon temps. Puis j'espère qu'on a réussi. Vous pouvez aller voir. Et c'est pas spécifiquement québécois, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce que dit John. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous aussi, la convergence du cinéma et du jeu vidéo? Et est-ce que dans les heures de réalité virtuelle, ce que nous explique John, c'est-à-dire la réactivité ou la réflexivité du dispositif avec le spectateur, est-ce que c'est primordial pour vous? Alors, cinéma et jeux vidéo à l'ONF. Oui, non? Ben, cinéma, non. Mais pas parce qu'on n'y croit pas, tout simplement parce que c'est moins dans notre... ça l'a été dans l'ADN. Je veux dire, il y a une histoire du cinéma à l'ONF. Moins aujourd'hui, on est plus dans le documentaire, dans l'animation, je veux dire. Puis nous, les œuvres interactives, on est dans des œuvres d'auteur. On n'est pas dans de la fiction, à moins... il faudrait que ce soit plus subtil, mais je veux dire, cinéma VR, pourquoi pas? C'est juste pas dans notre cours, d'une certaine manière. Le jeu, oui, définitivement. Moi, je dis tout est possible, sincèrement, en autant que le médium serve le propos. Puis ça, encore, des fois, parce qu'on est à un moment d'exploration, là, on retrouve sur le marché des œuvres qui, à mon humble avis, le fait que ce soit en réalité virtuelle, ça apporte absolument rien. Puis là où on les voit, les œuvres qui fonctionnent, c'est quand ce dispositif sert le propos, sert l'image, sert plein de choses, tu vois. Puis, donc, le facteur immersif ou réactif, pour moi, c'est là où il faut être ingénieux dans la manière de raconter cette histoire-là et que ça serve. Je vais reprendre parce que c'est Vaisha qu'on a montré. On révolutionne rien, on pousse pas la technologie VR plus loin, mais c'était la meilleure façon de mettre l'auditoire ou dans la peau de Vaisha et de vraiment le faire vivre. Et c'était tout simple, c'est juste en bloquant un œil et l'autre.
tout simplement. Puis je pense que d'un point de vue d'immersive... Puis en plus, ça se passe droit devant, hein, c'est pas 360, mais juste ça, pour moi, il y a un intérêt à le faire dans cette technologie-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que nous, on travaille. Je pense que pour réagir à ce que Marie-Pierre vient de dire, je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de... Il y a énormément d'œuvres qui sont produites, donc en réalité virtuelle, mais il n'y a pas assez de gens qui se posent la question pourquoi je le fais, je devrais le faire en réalité virtuelle. Il y a tellement d'œuvres qui... Il n'y a aucun intérêt de les voir en VR. L'artiste aurait dû se poser la question bien avant. Moi, je pense que ce que John vient de dire est tout à fait vrai. Je pense qu'on va être bientôt à la croisée. Et je pense que Trinity, il y a un milestone. Je pense que vous créez un moment... Non, sincèrement, je pense que vous créez un moment assez important pour le futur de ce qui va être présenté. Mais je veux dire, il faut que je précise, après avoir passé comme 20 ans à faire des longs métrages, je ne crois pas que le VR, parce que souvent les gens disent que c'est le futur du cinéma, je ne le crois pas. Parce que pour moi, c'est le active et passif. Et je pense que les gens qui aiment le gaming et les gens qui aiment le cinéma, c'est deux choses complètement différentes et c'est deux activités complètement différentes qui utilisent deux parties du cerveau différents. Alors moi, je crois vraiment que le VR, le AR storytelling, ça va être une nouvelle plateforme vraiment à part. Et il va falloir qu'on se batte pour créer cette plateforme-là avec toutes les autres choses. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en distribution de films, vraiment entre 18h le soir et minuit, télévision et cinéma, it was ours. We owned it. Puis tout de suite, on a vu que, boum, il y avait courriel. Tout le monde passait des petits jokes dans les courriels, dans email. Et là, après ça, c'était du gaming qui prenait du temps. Alors, petit à petit, on voyait comme un bloc de 6 heures qui, tout à coup, est devenu 4 heures. Et tout à coup, 2 heures. Et vraiment, je crois profondément que le VR et le AR sont en train de se battre avec Facebook, avec le cinéma, avec la télévision, pour ce bloc de temps libre que les gens ont. Je crois que le VR, il va le faire, mais il va falloir travailler vraiment fort pour faire notre place. Et alors, pour continuer sur Trinity et la création numérique Made in Québec, combien ça coûte, grosso modo, Trinity à produire ? Combien de temps ça nécessite ? Et est-ce que tu aurais pu financer ce projet ailleurs qu'au Québec ? C'est une très bonne question. S'il y a des potentiels acquérir dans la salle, ça nous a coûté entre 10 et 15 millions. Non, c'est une blague. On a financé en gros partie au début avec le FMC. Merci, M. Cardin. Un très, très, très bon partenaire pour nous. Fonds des médias du Canada. Oui, c'est ça. Et notre budget, quand on a commencé, était de à peu près 1,2 million dollars canadiens. Et on a fini on a fini comme jusqu'à date à peu près 1,5 million avec d'autres investissements du privé. Mais il faut dire que ça, c'était beaucoup du R&D. Alors, Trinity, c'est vraiment un pilote, un proof of concept pilote pour ce qu'on espère va être la première d'une série de 5 épisodes. Et dépendamment de l'interactivité ou du réactivité, dans les prochains épisodes, on veut vraiment commencer à avoir des possibilités différentes où le spectateur vraiment peut changer l'histoire. Et c'est ça une des raisons aussi qu'on fait du R&D sur des personnages AI et même des story engine AI, où dans le futur, possiblement, et dans pas si longtemps que ça, on peut vraiment avoir une expérience qui va être différente pour chaque personne qui le voit, dépendamment de comment il réagit à l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent, comment il interagit avec les personnages. Et ça, je crois que ça va être la prochaine étape. Et peut-être aussi, ça va devenir immersive storytelling. Ça va être aussi peut-être, ça va être du storytelling différent pour chaque personne. On va créer comme un champ de jeu et les gens vont créer leur propre histoire d'un certain sens.
Et alors peut-être que vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous levez la main, vous criez, ou enfin vous posez des questions, quoi, si vous avez envie, n'importe quand. Et Pour finir la question, excuse-moi. Oui, au Québec, même on a tourné tout le live action à Prague. On aurait dû. C'était vraiment une opportunité incroyable d'aller tourner là-bas. Les prochains épisodes, on va tourner au Québec. Mais vraiment, en termes de ce qu'on a accompli techniquement, je crois que ça aurait été presque impossible ailleurs sur le budget qu'on avait. Parce que comme peut-être vous savez, le Québec et le Montréal en particulier, depuis 20 ans, il y a beaucoup d'investissements dans la technologie. Alors on a des équipes incroyables des effets visuels, des équipes incroyables en programmation, développement, UX. Alors tout ça a vraiment beaucoup aidé. Je crois qu'ailleurs, ça aurait coûté beaucoup plus. Je ne sais pas si on était capable parce qu'il n'y avait juste pas le connaissance qu'on avait besoin ailleurs. pas de questions? Ah si, voilà. J'en ai deux en fait. Christophe de Néotopie, production VR à Paris. Ah, il faut un micro. Alors je vais essayer de faire un truc, mais ça va être compliqué. Tu connais bien la maison? Ouais. Deux questions, je vais les faire en position gymnaste. Christophe de Néotopie, producteur VR et gymnaste à 16h. Non, deux choses, je voudrais savoir en tant que producteur français qui recherche un coproducteur canadien, comment faire pour trouver des coproducteurs canadiens? Est-ce que vous avez Ah, il marche. Est-ce que vous avez des lieux de rencontre de producteurs? Et deuxième chose, Myriam, tu diffuses la VR au Canada. Est-ce que vous avez d'autres endroits de diffusion? Donc il y a des location based, mais est-ce qu'il y a des plateformes de diffusion spécialisées au Canada, ce genre de choses? Je vais répondre peut-être juste par rapport aux autres lieux de diffusion, donc des lieux physiques. On a beaucoup. Il y a à Montréal, au Québec, dans le reste du Canada, il y a des VR arcades, mais des lieux de diffusion comme le nôtre, j'en connais pas d'autres. Il y a des événements qui, par exemple, dans un festival, il y a 10 jours, par exemple, le Festival du Nouveau Cinéma, c'est un bon exemple. Ils ont une section vraiment. Comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus la section, mais bon. FNC Explore, voilà. Et donc, pendant 10 jours, il y a une sélection d'œuvres de réalité virtuelle. Mais des lieux comme nous, où c'est à l'année, je n'en connais pas. La seule autre place, vraiment, il y en a deux, en fait. Il y a le Rec Room à Toronto, qui est vraiment... c'est fait par Cineplex. Puis, ils commencent à... c'est plus arcade, mais ils ont des expériences en réalité virtuelle. Il y a aussi, à Gatineau, ils ont fait un projet pilote d'un cinéma en réalité virtuelle avec Cineplex et D-Box, qui existe aussi. Je pense qu'il y a 20 places. C'est un pilot project. En termes de coproduction, oui, il y a une très grande ouverture à faire des copros entre la France et le Québec et le Canada. Justement, au lunch, on a parlé beaucoup de ça. Alors, si vous voulez me contacter ou... Et en fait, la personne toute désignée, Stéphane, le roi de la copro. Oui. Donc, le Fonds des médias du Canada, en fait, a un lien avec la France. Je pense que... C'est une plateforme de rencontres de coproduction francophone qui sont organisées par la SODEC, l'équivalent de, vous connaissez, avec le CNC, le Filmfonds Luxembourg, la Suisse, la communauté française de Belgique. Donc, vous avez des rencontres chaque année qui sont itinérantes maintenant, qui étaient à Paris puis à Montréal
qui seront en Suisse l'année prochaine, sans doute à l'automne. Et à Cannes, si vous y êtes, il y a aussi également des rencontres qui sont organisées entre producteurs francophones. Au départ, c'était pour le cinéma, et maintenant, ça s'étend jusqu'à la production numérique, toutes formes confondues. Voilà. Je peux vous donner les coordonnées. Une autre question, non, peut-être dans la salle, non? Oui, non, ça viendra, peut-être. On parle beaucoup de réalité virtuelle, Marie-Pierre. Il y a quoi? Il y a 4 ans, il y a 5 ans, on n'en parlait pas beaucoup. On parlait beaucoup de documentaires interactifs. Est-ce que à l'ONF aussi, la réalité virtuelle vampirise un peu tout? Ou est-ce que finalement, c'est 10% de ce que vous faites au studio interactif français de Montréal? Non, ça vampirise pas du tout. Pour nous, si je regarde les projets, on en a sorti, je sais pas, après il y a eu du web VR, puis de la réalité virtuelle un peu plus ambitieuse, là. On en a sorti peut-être 3 projets. Donc Roxham qu'on a sorti la semaine passée, Rêve qu'on sort la semaine prochaine. Donc 4. Il y a eu Le Photographe Inconnu, puis The Enemy. Donc on est dans des échelles de production très différentes. Puis en parallèle de ça, donc, je dirais que c'est peut-être, je sais pas, 20% peut-être. C'est sûr que The Enemy, c'est très ambitieux, c'est en coproduction. Nous à l'ONF... Avec France Télévisions, avec Caméra Lucida, avec... oui, puis département, DPT. C'est sûr que nous, on essaie d'accroître notre potentielle capacité de production à l'ONF en coproduisant aussi. On a évidemment nos propres enveloppes, puis on fait des œuvres à 100% financées par l'ONF, mais on essaie d'être créatif dans notre façon de coproduire, autant avec des coproducteurs en France notamment, mais aussi avec carrément le Quartier des spectacles de Montréal, qui était a priori une association un peu atypique, mais qui s'avère qu'avec notre entente, on crée, ça fait deux installations dans l'espace public qu'on crée ensemble. Donc, on n'est pas... non, ça vampirise pas. Ça devient juste un nouveau champ d'exploration. Je dirais que ces temps-ci, c'est beaucoup l'intelligence artificielle, par exemple. Ça vampirise pas, mais c'est le nouveau trend, carrément. Alors, disons-en un mot de ces installations au quartier des spectacles. Donc, il y avait la machine à surveillance, c'est ça? À bienveillance. À bienveillance. Il y a eu Mégaphone. Ouais, et il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu une rétrospective. Sur l'expo... Sur McLaren? Non, l'expo 67, non? Oui, ça c'est un autre studio qui l'a fait, effectivement. Oui, sur... Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que c'est assez nouveau, ça, dans l'histoire de l'ONF. Enfin, en tout cas, c'est pas nouveau, mais les installations numériques dans l'espace public. C'est étrange, de cette envergure peut-être, mais moi, ça fait 6 ans que je suis à l'ONF. Je suis arrivée par les boîtes de production, les studios de production, beaucoup du convergent. J'étais la fille qui faisait le volet web à la série télé. Là. Souvent, c'est bien parce que ça a vraiment développé l'industrie au Québec. Puis, quand je suis arrivée à l'ONF, le premier projet qu'on m'a confié, c'était, il venait de sortir le projet Code barre avec Arte, et qui était une application mobile. On scanne un code barre et on raconte une histoire. Ça déclenche un petit film. Et bien, cette expérience-là avait été traduite en installation, qui était un méga code barre. Et on devait... avec plein d'objets en espèce de mousse, avec un code, un bar avec un podium, on scanne les objets qui étaient sur le sol avec un méga code barre qui, en fait, était un écran de projection, et on projetait les films. Puis mon premier mandat, en fait, ça a été de faire cette installation-là dans le métro de Montréal. J'ai capoté, j'ai freaké. Mais, tu sais, ça fait 6 ans, tu sais. Puis c'était, je dirais, un premier pas vers
cette notion de plateforme agnostique, parce on était vraiment comme à l'époque web documentaire. Puis là, on était comme, OK, on explore, on décline, on adapte nos projets. Puis là, le projet Roxham, je fais vraiment du coq à l'âne, là, mais le projet Roxham, par exemple, qu'on a fait, bien, c'est sans doute le projet qui est le plus accessible, dans le sens où il est accessible en version web, desktop, en version téléphone 360, en réalité virtuelle, donc Samsung Gear, mais aussi Oculus. Et il y a une exposition qui est reliée. Donc, on est là, puis ben, des installations, on en fait des très ambitieuses. Et là, des fois, elles sont essentiellement réfléchies comme une œuvre en soi et première qui est dans l'espace public et qui peut être un 100% ONF. Voilà, ça répond. J'ai fait du chemin là, avec ta question, mais voilà. John, Trinity, c'est de la science-fiction. Est-ce que les futurs... moi aussi, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Est-ce que les futurs développements, les futurs projets, ce sera aussi de la science-fiction, ou est-ce qu'on peut imaginer... est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez à d'autres genres avec la technologie, votre technologie? Oui, je pense que oui, et j'aimerais bien ça. Mais une des raisons qu'on a commencé avec la science-fiction, c'est surtout qu'on croyait que les premiers first adopters, ce seraient les gamers de réalité virtuelle. Alors, deuxième raison, c'est parce qu'on aime beaucoup la science-fiction. Mais je crois que le vrai potentiel en réalité virtuelle, c'est pour vraiment aller où on ne peut pas vraiment aller dans le cinéma, où on peut aller dans le cinéma, mais immersif, pour moi, en tout cas, c'est vraiment de créer des mondes impossibles et d'être dans ces mondes-là. Alors, je pense qu'au début, au moins, on va probablement, comme par exemple la deuxième grande série qu'on est en développement, c'est une autre série de science-fiction, mais plus intime, si je peux dire. Mais ça ne serait pas à la grande échelle que Trinity. Mais je crois que aussi, comme un de mes films préférés de horror, c'est Jacob's Ladder. Et le film Jacob's Ladder, ce qui est le génie de ce film-là, c'est tellement simple comme film. Il n'y a pas vraiment des grandes scènes, pas des grands effets visuels. La plupart des effets visuels sont faits en caméra, in-camera, comme ils disent. Alors, je crois qu'il y a un très, très grand potentiel aussi dans les réalités virtuelles. Comme par exemple, quand j'ai vu Birdman, pour moi, c'était un film de réalité virtuelle. Quand j'ai vu Birdman, j'ai dit « This should have been shot in virtual reality ». Puis justement, il y a Inarritu qui vient de faire Carne et Rihanna, puis c'est déjà gagné un Oscar. God damn it. Puis c'est ça, c'est le génie, puis un vrai storyteller comme Inarritu qui est incroyable. C'était évident, probablement pendant qu'il faisait Birdman, puis c'était à l'époque où le VR a vraiment commencé. Il a probablement dit « We have to do something in VR ». Alors, c'est un peu ça. Je crois que science-fiction, drame, même peut-être la comédie, je sais pas, il y a des essais en comédie qui sont c'est plus dur. Plus ou moins successful. Et je trouve que c'est ça qui est super intéressant de la nouvelle langage. Ça devient un peu fatigué comme terme, mais la nouvelle langage de réalité virtuelle ou de narratif immersive, on ne sait pas c'est quoi encore vraiment. Et c'est encore en train de s'établir. Myriam, vu que tu te promènes un petit peu dans le monde entier pour voir des œuvres un peu partout, est-ce que... c'est peut-être une question naïve, mais est-ce qu'il y a une touche québécoise? Est-ce que ça existe, ça? Je pense que rapidement comme ça, ce qui me vient, si tu me parles de touche québécoise, je dirais que c'est la qualité. La qualité des œuvres qui sortent, qui émanent. Puis je veux pas que ça ait l'air prétentieux, là, qu'on est meilleur que les autres, c'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment, je pense que ce qui se fait à Montréal,
au Québec, c'est pas seulement à Montréal, qu'on parle de ce qui se passe à l'ONF, ce qui se passe chez Félix et Paul, ce que Unlimited est en train de faire. Et il y en a d'autres, évidemment. Je pense que c'est souvent un gage de qualité. Et je ne sais plus si on en a parlé quand on s'est parlé au téléphone, mais pour moi, il y a énormément de contenu en VR qui est produit partout à travers le monde. Du bon contenu, il n'y en a pas énormément. Et je pense qu'il y a 5 pays qui sont en avance un peu sur le reste. Bon, il y a le Canada, évidemment, il y a la France, sincèrement, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne et il y a le Danemark. C'est, selon moi, les champions de ce qui se produit de mieux et de meilleur en réalité virtuelle. Puis, bon, il y en a d'autres, évidemment, mais je pense que c'est oui, Luxembourg, ça s'en vient. Mais c'est vraiment les champions, les gens qui produisent des œuvres de qualité. Ouais. Peut-être, Monsieur FMC, c'est ça? Oui. Est-ce que, parce que la création numérique Made in Québec ne serait pas celle qu'elle est sans le FMC? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Non, mais... Non, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot du Fonds des médias du Canada qui a des moyens conséquents, on va dire, et la manière dont le FMC accompagne la création numérique québécoise? Oui, je vais être relativement bref parce peut-être qu'il y a des gens qui m'ont déjà entendu hier. Mais effectivement, je pense que on est là pour soutenir une très grande proportion de la création numérique qui se fait chez nous. Notre budget total pour soutenir la création numérique est de 42 millions de dollars canadiens annuellement. Il y en a historiquement à peu près la moitié qui a été dirigée vers le secteur du jeu vidéo. Et le reste, ça se décline entre les œuvres immersives, la série digitale, les applications, et même on peut financer des projets de technologie habilitante s'ils sont liés au secteur du divertissement ou au secteur culturel. Donc si c'est des plateformes pour aider à la production ou à la distribution d'œuvres numériques, on peut soutenir ça aussi. Et voilà, c'est que le financement aussi est relativement conséquent par projet, c'est-à-dire qu'on peut soutenir selon le programme, soit 75% du budget canadien dans notre programme d'innovation ou 60% des dépenses canadiennes dans notre programme qui est axé davantage sur la rentabilité commerciale des œuvres. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on voit comme notre mission, c'est de permettre à nos créateurs, à nos entrepreneurs culturels de se faire la main, d'apprendre à créer dans ce médium les meilleures pratiques, d'essayer d'explorer différents modèles d'affaires jusqu'à ce que le marché atteigne une certaine maturité. Et là, en espérant que ce soit davantage le capital privé qui prendra le dessus à ce moment-là. En gros. Le capital privé, John, c'est important dans la production, dans la part, par exemple, dans les projets que tu enclenches aujourd'hui. Est-ce que la part du financement privé monte et la part du financement public baisse? Mais je crois c'est trop tôt pour dire. Mais notre travail chez Unlimited, c'est vraiment partagé entre du brand et du service qu'on fait, soit business to business ou... alors, c'est vraiment difficile à dire. Pour ce qui est le VR Entertainment, je crois que pour l'instant, c'est soit les grandes plateformes qui financent en grande partie. C'est sûr qu'il y a du financement privé, mais le marché n'est pas établi comme tel encore. J'espère que d'ici 18 mois, 2 ans, ça va être plus établi. Et à ce point-là, c'est sûr que l'argent privé, s'il y a de l'argent à faire,
l'argent privé va être là. Et Myriam, aussi une question sur le financement privé, le sponsoring ou sur les expos que vous menez. Quelle est sa part et en quoi est-elle fondamentale ou, je ne sais pas, anecdotique? Moi, je ne sais pas comment ça... Quel est votre modèle d'affaires, comme vous dites là-bas? On a quelques partenaires sur les expos, des partenaires privés, des partenaires publics. Mais c'est des petits montants. Mais qui pour nous sont un peu un gage, une reconnaissance et un encouragement à continuer à faire ce qu'on fait. Le Fonds des médias du Canada est un partenaire, le Conseil des arts de Montréal est un partenaire, là on est vraiment dans le public. Si on va vers le privé, ben on est chez Bell. Ubisoft est un partenaire aussi. Oui, pour nous, c'est vraiment un gage de reconnaissance. Mais ce n'est pas des montants, on n'est pas dans les millions, on n'est pas du tout dans ce... C'est des montants, des petits montants. Ah, super. Bonjour. Pour reprendre un peu votre question sur la création numérique plus largement, à l'ONF, vous citiez une approche plus 360 et moins agnostique sur le projet ROCAM. Et je voulais savoir... Hier, il y avait une table ronde sur les narrations mobiles, et c'est aussi une grosse tendance dans les nouvelles narrations en France. Et je voulais savoir si c'était aussi quelque chose de dynamique et récurrent depuis quelques mois au Québec. Oui, clairement. Déjà, on a fait avec Arte, d'ailleurs, la présentation, Marianne, d'Arte, on n'a pas parlé, mais on venait de terminer, il en reste un à lancer un projet de très court, c'est ça? Voilà. Les très courts, c'est la deuxième édition. La première était il y a 2 ans. On voulait explorer la forme du court en interactif. On était comme, on est passé maître dans l'art de produire de longues expériences qui prennent beaucoup de temps à produire. Qu'est-ce que le cours en interactif veut dire comme la poésie, pas la poésie, oui, le poème en littérature, le poème court, ou plutôt le haïku en poésie, pardon, ou le court-métrage en cinéma. Donc, on est parti un peu sur ce principe-là d'explorer un format. Et la deuxième édition, ça a été, explorons-le, parce que la première avait été formatrice, c'est de dire, OK, on explorait le cours, mais maintenant, il y a une démultiplication des plateformes. Puis si, dire, on va être accessible sur le web et sur iPad et sur tablette et sur mobile, c'est très lourd en termes de contrôle qualité, d'adaptation des formats. Fait qu'on a beaucoup appris de cette première édition-là, puis on s'est dit, mais le format court, c'est sur le téléphone qu'il faut que ça se passe. Et on a été très radical. On a dit, cette saison-ci, on explore le format très court sur mobile uniquement. Donc, oui, c'est une réflexion. C'était super intéressant comme exploration. Chaque œuvre était différente. Et on va en refaire. Pour le moment, je ne peux pas dire qu'on a une œuvre qui va être essentiellement sur le téléphone. On en avait on voulait explorer quelque chose. Le financement n'est pas complètement attaché. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais ceci dit, cette réflexion-là du téléphone passe beaucoup par les réseaux sociaux aussi. Énormément. Donc, elle est davantage là, je dirais, notre réflexion, c'est-à-dire que inévitablement, nos œuvres sont, peu importe le format, à part peut-être la réalité virtuelle qui sera accessible dans un lieu physique, mais la découvrabilité de nos œuvres passe par les réseaux sociaux. Les gens sont sur Facebook et ils apprennent prennent connaissance de nos œuvres à travers les réseaux sociaux. Donc, on est énormément dans cette réflexion-là, de voir est-ce que qu'est-ce qu'une œuvre qui pourrait être racontée essentiellement sur une plateforme sociale ou une passerelle. Cette passerelle-là, réfléchissons au-delà du teaser, mais peut-être que l'histoire commence à être racontée là et se poursuit ensuite sur une autre plateforme, mais il y a déjà un début narratif. Donc, on est là, on est dans mais c'est dans notre ADN. Parce qu'il y a par exemple l'appel d'offres de la RTBF là sur Snapchat, PLS. Ils ont fait un appel à candidature pour Snapchat. Et donc là, c'était vraiment une réflexion sur créer une narration sociale pour un réseau social. Elle n'a pas été diffusée, Si. Oui, j'ai lu justement
sur le FMC, les rapports, et vous aviez un bon article. j'ai plus vu... oui, super intéressant, mais on est carrément dans cette réflexion-là. Je ne cacherai pas qu'il y a un projet sur la table présentement qui explore Instagram, carrément. Comme plateforme de diffusion, narratif, et c'est des projets qui ont un début puis une fin, puis ça se passait là. Puis, fait que, oui, pour nous, c'est vraiment dans notre ADN, mais explorer ce champ-là nous empêche pas, on délaisse pas d'autres champs pour autant, quoi. Et juste, j'ai pas compris les très très courts. Du coup, la saison 1, c'était les haïkus ou ça... Oui, la saison 1, c'est l'haïku d'accord. interactif, et la saison 2, c'est les très très court. C'est qu'on a appris de nos erreurs. Appeler ça haïku, nous, on trouvait ça cool. Tu sais, on était comme, ben oui, l'haïku, mais ça a teinté les propositions qu'on a reçues. On a reçu la moitié des propositions étaient des œuvres poétiques. Alors que nous, on utilisait le mot pour le format, la métaphore et tout, mais donc on a dit, OK, ben, il faut changer le nom. C'est très, très court. Voilà. Et la troisième saison, ce sera très très long. Non, mais à voir, on réfléchit peut-être, c'est pas fait. C'est une coproduction avec Arte, donc il faut que les deux soient d'accord à renouveler l'expérience, mais ce sera pas la même chose. C'est sûr que ça va être une évolution du format. Ça va rester court, mais une évolution narrative, certainement. Allez-y regarder les projets très, très courts. Il y en a vraiment... Moi, j'étais sur le jury il y a un an et le résultat est vraiment hyper intéressant. Il y en a 2-3 qui se démarquent vraiment, mais ça vaut la peine d'aller regarder ça. Merci. Nous sommes à l'heure. Il est 17h47. On vous avait demandé de terminer à 17h45. Merci, John, Myriam, Marie-Pierre. Merci à vous. Et bonne fin de journée.